Jusque-là, une seule fois dans ma vie, j'avais poussé un cri de surprise au cinéma, éructé, une sorte de borborée, genre... Je sais plus quelle était la sonorité exacte du truc, mais c'était dans un autre film de James Wan, qui était Insidious 2. Je l'avais vu avec une personne à l'époque, et cette personne flippait, vraiment était mal à l'aise à côté du film, donc je m'étais tourné vers elle pour déconner un petit peu, détendre l'atmosphère. Et au moment où je retourne la tête vers l'écran, jumpscare avec une énorme tête de vieux, et là j'ai... Donc ce cri de surprise, j'étais tellement surpris parce que ça m'était jamais arrivé de ma vie, et la personne aussi à côté de moi était surprise, donc on a ri pendant le quart d'heure qui suivait. Et là, donc, avec Conjuring 2, deuxième fois que j'éructe de surprise devant un film. Pareil, une personne à côté de moi qui était très mal à l'aise à cause du film, donc je m'étais retourné pour déconner un peu. Je tourne la tête, jumpscare, avec un vieux. Bleu, surprise. Donc, je sais pas quel est le truc entre James Wan, les vieux et moi, mais là pour le coup, j'ai l'impression d'être le Perceval des films d'horreur. J'ai kiffé ce film. La dernière fois que je m'étais autant amusé, que j'avais trouvé l'épouvante aussi fun au cinéma, c'était devant Jusqu'en Enfer de Sam Raimi, donc mine de rien, ça commence à remonter. J'avais revu le premier Conjuring avant de voir le deuxième, et force est de constater, en tout cas je trouve, que le deuxième est bien plus vénère en termes d'épouvante pure, en termes d'effets. Mais encore une fois, c'est une épouvante qui est fun, qui laisse pas un espèce de malaise diffus et profond pendant les jours, voire les semaines qui suivent le visionnage, comme ça a pu me le faire sur certaines œuvres bien plus viscérales, vraiment dans leur approche de l'épouvante, tout ce qui dérange, et qui appartiennent pas forcément au domaine de l'horreur, quoi, mais qui sont des œuvres qui ont un autre but, quoi. Là, au contraire, Conjuring 2 est conçu comme un tour de cran 8. Donc c'est une épouvante qui est très très efficace, qui est très fun et qui est presque uniquement formelle, c'est vraiment une question de forme. Superficielle, diront certains. Donc c'est ce qui à la fois fait sa force en termes de fun pur, et c'est ce qui fait un petit peu sa faiblesse sur le fait que c'est pas un film qui laisse beaucoup de traces. Mais d'un autre côté, c'était pas vraiment son intention en tant que film d'épouvante qui fait partie quand même de la sphère grand public. Donc en termes de promesses, le contrat est rempli. Alors beaucoup de gens ont parlé de la mise en scène de James Wan, sa mise en scène très créative et notamment son rapport au plan séquence très ambitieux. J'ai l'impression de parler de ça, de plan séquence à chaque vidéo maintenant. Jean-Michel plan séquence, enchanté. Donc je vais pas forcément revenir là-dessus, mais quand même quelques mots. Ce que j'aime chez James Wan et son rapport à la mise en scène, c'est sa volonté permanente de remettre en cause les repères qu'on croyait avoir acquis. Et c'est un principe très important dans l'horreur forcément, mais sa manière de se les approprier est toujours vraiment créative. James Wan, c'est pas un mec qui prend son public, ses spectateurs pour des cons. Bon, c'est pas toujours réussi, mais il y a toujours cette volonté d'essayer des petits trucs par-ci par-là. Dans le premier Conjuring, je me souviens d'un plan qui m'avait marqué où quand ils sont dans la dernière partie du film où il y a l'exorcisme qui se déroule dans la cave, il y a un des personnages qui sort de la cave pour sortir de la maison, aller chercher un truc, et la caméra commence à l'envers, en haut en fait comme si elle était pendue au plafond, elle voit le personnage arriver, elle suit ce personnage comme ça, en fait la caméra se remet à l'endroit à mesure que la personne sort de la maison, et quand la personne réentre dans la maison et retourne dans la cave, la caméra fait le mouvement inverse. Donc il y a un jeu du à l'endroit à l'envers qui renvoie bien sûr au mal qui se tapit dans la cave, et qui renvoie à la symbolique de la croix à l'endroit à l'envers qui est très présente dans les deux Conjuring. Donc voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, je dis pas que c'est du génie, mais il y a un petit peu partout dans ces films vraiment des tentatives des petits trucs jetés par-ci par-là qui sont des petites idées qui font mouche ou moins mouche, mais qui ont le mérite d'être là. C'est un metteur en scène qui essaie des trucs. Et encore une fois, dans la sphère grand public, ça devient assez rare pour être mentionné. Dans Conjuring 2, il y a pas mal de trucs qui font écho à ça, comme la scène où la petite fille se réveille, et un plan très très classique sur son visage. Sauf que la caméra s'éloigne petit à petit et fait un mouvement qu'elle serait pas censée pouvoir faire en temps normal, en tournant sur elle-même et en adoptant une perspective où on se rend compte petit à petit qu'en fait la gamine est allongée au plafond. Donc Conjuring 2, pareil que le 1 et pareil que pas mal des autres œuvres de James Wan, regorge de ce genre de petites saillies. Et on va pas se mentir, moi je trouve ça plutôt sympa. Sympatoche. Bon, après le film a aussi quelques petits défauts qui m'ont un peu dérangé sur le coup, mais qui n'ont pas du tout déteint sur le reste de mon expérience. Notamment, de manière assez surprenante, la propension à trop en montrer à certains moments, ce qui fait redescendre la tension. Parce que, bien entendu, encore une fois, principe lumière du cinéma, ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on devine fait bien entendu plus peur que ce qu'on voit. Et par exemple, la scène où la petite fille se trouve enfermée dans la pièce avec le fantôme du vieux, et que par l'entrebâillement de la porte, on voit enfin la tête du vieux et qu'on arrive à l'identifier, et ben ça, personnellement, ça a fait redescendre complètement ma tension à ce moment du film. Tension qui s'est après reconstruite, mais c'était plutôt de mauvais goût en montrer à ce point, à ce moment-là. Certains effets numériques étaient aussi pas très heureux, comme bien entendu la créature géante un petit peu désarticulée,
qui n'était pas sans rappeler la figure du Babadook, les vrais savent. Et je vois très bien en termes de concept art à quel point cette créature était intéressante, mais là sa modélisation n'était pas géniale. Heureusement, là James Wan a choisi de pas trop en montrer, et notamment la première apparition de la créature, où on voit son ombre, on voit qu'elle va arriver juste en plein champ. En fait non, c'est la petite fille qui produit cette ombre, et là j'ai trouvé ça vraiment super, parce que j'ai craint pour l'intégrité horrifique du film à ce moment-là, mais en fait non, James Wan a fait un micro-dérapage et a retrouvé les rails. Alors quand même précision pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le film, ce que je viens de dire c'est un spoiler très très mineur sur le film qui n'aura aucune incidence sur votre expérience du tout. Donc voilà, s'il y a d'autres spoilers dans cette chronique, il y en aura extrêmement peu au pire, ça sera des spoilers de cet acabit. Donc n'ayez crainte, bordel! Mais par-delà la mise en scène, là où James Wan arrive vraiment à se démarquer je trouve, et ce qui fait toute la particularité de son style, en fait c'est dans sa manière de gérer ses créatures, la manière de gérer l'imaginaire horrifique qui est dans ses films. Et ça relève du design des créatures, mais aussi de la manière de les mettre en avant, de les éclairer, d'en montrer plus ou moins. Et il le fait d'une manière en fait assez unique, il arrive à capter je trouve la substance des cauchemars, il arrive à capter quelque chose qui relève vraiment des peurs ancestrales et quelque chose de très enfantin qui, en tout cas personnellement devant ces films, me fait parfois me sentir vraiment assez vulnérable. Et ça, c'est un truc qu'il développe depuis assez longtemps. Je me souviens même dans Dead Silence, qui est le film qu'il a fait après Saw, si je ne m'abuse, que peu de gens ont vu, qui n'est pas un très bon film d'épouvante, mais qui contient quand même de bonnes choses. Et on sent que ça contient le brouillon, ce que deviendront Insidious et Conjuring, en termes d'approche et de style. Et il y avait déjà cette créature à la base qui était très James Wan-esque, vraiment. Notamment un plan qui m'a marqué dans ce film, où cette créature, dans la dernière partie du film, avance en lévitant avec une espèce de sourire carnassier, avec un design sonore dans cette scène qui est complètement en rupture avec ce qui se trouve avant et après, ce qui donne ce côté réalité complètement perverti. Et déjà, il commençait à développer ça, et ça se retrouve encore dans Conjuring 2, ça marche du feu de Dieu, je trouve, avec bien sûr ce personnage de la nonne slash démon, qu'on voit trop bien à la fin, c'est dommage. Mais dans la scène où Madame Warren trouve cette nonne dans son appartement, et cette scène absolument géniale où il y a une espèce de jeu de clair-obscur sur le tableau que Monsieur Warren a peint de la nonne après avoir fait un cauchemar. Là, il y a un jeu justement à la fois sur ces archétypes de peur, vraiment, sur le noir, sur la gestion de l'attente, du silence. C'est un film, d'ailleurs j'y pense, qui prend la peine de réinstaurer vraiment du silence, et du silence constructif. Pas juste du silence dont on sait que s'il y a 3 secondes de silence, c'est que juste après tu peux compter vraiment le moment où arrive le jumpscare. Là c'est un film qui retrouve une véritable approche du silence comme élément de construction de la tension, qui n'est pas juste un truc de jumpscare putassier quoi. Et en parlant de jumpscare, en fait, c'est surtout pour ça que j'ai voulu faire cette après-séance. C'est parce qu'en voyant Conjuring 2, j'ai pris conscience d'un truc qui, rétrospectivement, me semble très simple, vraiment très évident. C'est la manière de différencier un bon jumpscare d'un mauvais jumpscare. Un bon chasseur ou un mauvais chasseur, si vous voulez. Ça m'est arrivé souvent d'avoir des débats avec des gens sur ce qu'était un bon ou un mauvais film d'horreur, un jumpscare putassier ou un jumpscare réussi. Et en voyant Conjuring 2, vraiment, il y a un truc qui m'a frappé sur la manière d'identifier ce qu'est un bon jumpscare. Et un bon jumpscare, en fait, c'est un jumpscare qui fonctionnerait même sans le son. Si vous voulez des exemples de jumpscare putassier à l'extrême, il vous suffit de jeter un œil par exemple au remake d'Evil Dead de Fede Alvarez, sorti en 2013. Un film dont j'étais sorti avec des acouphènes, et qui est un film qui a l'air de penser que pour faire un bon jumpscare, il suffit de mettre d'un seul coup le son à fond, et qui en fait contrebalançait son incapacité à développer une véritable mise en scène horrifique, digne de ce nom, par le fait encore une fois de juste mettre le son à fond, et ça c'est pas de la peur. C'est même pas de la surprise qui découle d'une construction, une véritable construction de tension. C'est une surprise d'inconfort, juste si on va sur quelqu'un dans la rue et d'un seul coup qu'on le crie dans l'oreille, c'est pas de la peur, c'est juste de l'inconfort, de la surprise et de l'énervement. Mais pas pour les bonnes raisons, ça c'est pas un bon jumpscare. Tandis qu'un bon jumpscare qui découle d'une véritable construction dramatique avec une propension à jouer avec les attentes habilement, les attentes des spectateurs, et la capacité donc à développer une véritable mise en scène, qui même si elle n'est pas révolutionnaire, peut-être quand même efficace, et ben c'est un jumpscare qui fonctionnerait même sans le son. Je me suis rendu compte que toutes les parties en fait où j'ai sursauté dans Conjuring 2, même sans le son, j'aurais eu juste une espèce de un moment de cringe absolu. Et le son dans ces cas-là ne sert que d'amplificateur. C'est pas juste une manière de pallier l'absence de quelque chose d'autre, c'est juste une manière d'amplifier ce qui est déjà là. Donc James Wan, merci pour ça. Et
Comme beaucoup de gens quand même, je me pose la question du renouvellement du bonhomme, parce qu'à force de creuser ce sillon et à jouer de manière toujours plus roublarde sur nos attentes et à créer toujours des zones d'inattendu, même au sein d'un genre qui est aussi codifié, il y a un moment où il va plus pouvoir avoir cette posture de roublard et tromper nos attentes en faisant d'un seul coup 5 fausses alertes avant la sixième qui sera la bonne. Donc il y a un moment en fait où il va arriver au bout de cette logique et soit il arrivera vraiment à une impasse, soit il va devoir emprunter un chemin de tangente et développer une approche de l'horreur qui, en termes d'effet et de mise en scène en tout cas, empruntera un chemin un petit peu différent. Mais pour ce qui est de son bestiaire et de l'imaginaire horrifique qui se trouve dans ses films, là je pense que c'est inépuisable, c'est vraiment ce qui me parle le plus vraiment dans ses films. Et c'est ce que je pense continuer à aimer chez lui s'il continue à réaliser de l'horreur. Donc voici pour mon avis sur Conjuring 2, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, tiens, puisqu'on y est. Et voilà, je vous dis tout simplement à très vite pour d'autres aventures.